Vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit des cambriolages. De plus, j'ai incendié plusieurs hôtels et défendu ma liberté contre l'agression d'agents du pouvoir. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon, ni indulgence. Je ne sollicite pas ce que je hais et méprise. Vous êtes les plus forts, disposez de moi comme vous l'entendrez. Envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, peu m'importe. Mais, avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Travailleurs de la nuit de Marius Alexandre Jacob, ou Alexandre Marius Jacob. Voilà. J'ai lu le livre et bien sûr, ça m'a inspiré beaucoup de choses, mais la première chose que je voulais vous dire, c'est que Marius Jacob, c'est avant tout le modèle, l'homme des anarchistes, enfin en tous les cas d'un des courants anarchistes, on verra ça plus tard. Et moi, ce que j'ai retenu dans Marius Jacob, c'est pas l'anarchiste, c'est le voleur, le cambrioleur. Cambrioleur, ça vient du mot cambria, qui veut dire chambre en italien, parce que le voleur s'introduit dans les chambres, bien sûr. Et lui, il a mis au point quelques techniques qui n'existaient pas auparavant, notamment la technique du parapluie. Alors là, il faut que je vous explique ce que c'est que la technique du parapluie. Regardez. En principe, quand vous voyez un immeuble haussmannien devant vous, c'est toujours le deuxième étage qui est l'étage des bourgeois, des riches, avec le balcon sans entrave. Donc Marius sait que c'est là qu'il doit casser la porte. Le problème, c'est que ces portes-là, elles sont plus que solides parce qu'elles ont des points de fermeture en bas, en haut et au centre. Alors lui se dit, ben, c'est simple, je vais fracturer la porte du troisième étage, ensuite je creuse, je fais un trou dans le parquet, je me glisse par ce trou pour être au second. Le problème, c'est que quand vous percez le plancher du troisième étage, ça tombe, ça fait du bruit, et ça réveille ceux du premier étage. Il dit donc, je fais un tout petit trou, je passe un parapluie, je me débrouille à ouvrir le parapluie pour récupérer les morceaux de plâtre ou ce que vous voulez, pour pas alerter les gens du premier étage. Donc c'est lui qui a imaginé cette façon de s'introduire. Autre chose aussi, c'est lui aussi le premier qui a eu l'idée de ce qu'on appelle la bande à tiroirs. Alors que je vous explique. Ils sont une bonne centaine de voleurs à se connaître. Ils s'organisent. Et pour ça, à chaque fois, c'est 3-4 voleurs, gars de la bande, qui vont regarder un petit peu, qui vont repérer ce qui a volé, les grosses maisons bourgeoises. Ils vont revenir, donner toutes les indications nécessaires. Après, il y en a 3-4 qui vont partir sur les lieux pour fracturer la maison. Ils vont revenir, et après, il y a les receveurs. Et ça change, hein, ça change toujours. C'est jamais les 3 mêmes qui vont observer, les 3 mêmes qui vont voler. Ça change perpétuellement. Ouais. Alors je précise quand même que ça s'est fait, hein, par exemple, ce qu'on appelait à la banlieue sud, la BS, qu'on appelait ça, il y avait une belle bande, une grosse bande, et ils s'organisaient un petit peu comme ça. Hein, voilà, ils étaient toujours, comment ça s'appelle, 3 qui partaient, enfin, peu importe, voilà, c'était les bandes à tiroirs. Alors Marius Jacob, bien sûr, puisqu'il faut en parler, il a écrit en prison son autobiographie, et on commence par sa jeunesse. Il est né en septembre 1879 à Marseille. Son père est un boulanger qui pétrit le pain dans les bateaux qui font juste, qui tournent autour de Marseille, qui vont jamais très très loin. Mais il a toujours des grands rêves de grand large. Voilà. Sa mère fait des ménages et tous les deux, le couple, eh ben, ils sont originaires d'Alsace. Mais bon, je vous rappelle, hein, il est né en 1879
Et eux, ils ont fui l'Alsace en 70, suite à la guerre entre la France. La France a déclaré la guerre à la Prusse, qui après a fait l'Allemagne. Hein. Et donc ils se sont sauvés. Eux n'ont pas traversé la Méditerranée comme beaucoup d'Alsaciens l'ont fait. Ils sont restés à Marseille. Dès que le gamin a le certificat d'études, à 12 ans, belle chose à cette époque, le certificat d'études, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de voyager, de faire le monde. Il s'embarque sur un navire marchand et il part en direction de l'Australie. Alors que je précise quand même, mais puis bon, dès qu'il arrive à Sydney, on en parlera tout à l'heure, dès qu'il arrive à Sydney, il déserte. Puis après, il va se remettre dans un bateau, dans un autre bateau, puis il va faire d'autres bateaux, dont des bateaux de croisière. Alors, je précise quand même une petite chose, le gamin, il a 13-14 ans. Hein. À l'époque, sur les bateaux marchands, en tous les cas, l'équipage n'était composé que d'hommes. Et parfois, il y avait des envies qui se faisaient. Et puis quand on voit ce gamin de 13-14 ans ils ont des envies. Il a toujours résisté, il ne s'est jamais laissé faire. Il n'y a personne qui essayait de l'approcher. Il avait du répondant. Et plus tard, lorsqu'il s'est mis comment dire, lorsqu'il a travaillé dans les bateaux de croisière, alors là, il avait 15-16 ans, là, beau garçon, beau gosse. Là, c'est les femmes certaines femmes qui auraient bien goûté aux fruits défendus, on va dire. Non plus, ça ne voulait pas. Autre chose, j'ai dit les navires marchands, les bateaux de croisière, il a aussi fait partie d'une bande de pirates. Et voilà qu'ils vont attaquer un autre bateau. Ils le pillent, ils prennent tout, et l'équipage des pirates tue tout le monde de l'équipage du bateau qu'ils ont accosté. Alors lui, il est horrifié, il se dit, mais attends, c'est pas possible, on peut pas les tuer, les voler, oui, mais les tuer. Et les gars, les pirates, ils disent, pas de témoins. Voilà. Il dit, moi, ça, je peux pas. Donc il renonce à être pirate. Et puis, il revient en France, après 4-5 ans, il a 17 ans quand il revient en France, et sa mère et son père sont très heureux de l'accueillir, il raconte ses aventures, il est heureux, et eux aussi sont heureux, ils participent. Et son père lui dit, bon écoute, tu sais, je suis un anarchiste, il faut que je t'explique un peu ce que c'est que l'anarchie et tout ça. Et il a des revues qui traitent de la fabrication de bombes. Le gamin Alexandre Marius Jacob se fait prendre par la police avec ses revues. Il passe au tribunal 6 mois de prison, 6 mois ferme, alors qu'il est mineur. Hein. 6 mois ferme, mineur. Alors vous allez me dire, c'est un peu beaucoup pour des revues. Ben oui, mais à cette époque-là, c'était quand même un peu sévère. Hein. Nous sommes à la Troisième République. Je rappelle que la République d'avant, la Deuxième République, Proudhon, la propriété c'est le vol, hein, c'est un anarchiste, Proudhon, lui, il a été condamné à 3 ans de prison juste pour avoir dit Macron est un con. Pas Macron. Napoléon III est un con. Voilà, 3 ans de prison. C'est-à-dire qu'on est sévère. Napoléon III n'était pas encore empereur hein, à ce moment-là. Il est resté en prison de 49, que je dise pas de bêtises, de juin 49 à juin 3 ans intégrales, 52. Bon. Oublions Proudhon, mais l'oublions pas trop, parce que c'est quand même la figure de proue d'un courant anarchiste, pas de l'autre. Parce qu'effectivement, il y a 2 courants anarchistes. Et l'un qui dit, non, pas de voleurs chez nous, pas de voleurs. Les voleurs, c'est comme les bourgeois, sont des feignants, ils foutent rien, on veut pas de voleurs. Ce à quoi Marius Jacob a répondu quand même à ce courant anarchiste. Écoutez, moi j'ai 3 façons de gagner ma vie, le travail. Je voudrais bien travailler à une condition, c'est qu'on me paye mon juste salaire. Mais je n'ai pas envie de me prostituer pour un patron. Sinon, il y a bien de la mendicité. Je peux pas, ça me déclasserait, impossible. Et puis enfin, il y a le vol, c'est ce que j'ai choisi. Voilà. Mais
il y a un autre courant anarchiste, hein, je précise, qui n'en veulent pas, et dans cet autre courant anarchiste, lui ne veut pas ressembler à des gens comme Caserio, comme Vaillant, enfin Caserio qui a tué Sally Gardot, comme Vaillant qui a acheté une bombe sans blesser personne et qui a été condamné, excusez-moi, sans tuer personne, et il a blessé pas mal de monde, dans la Chambre des députés. Il a été condamné à mort, on lui a coupé la tête, et pour le venger, eh bien un autre anarchiste dont voilà j'ai oublié le nom, je peux le trouver ici. Attendez, c'est le plus connu en plus. Oui, voilà que je. Et bien sûr, Ravachol, pour venger Vaillant, va mettre une bombe chez le juge d'instruction. Voilà. Il ne l'a pas tué. Mais Ravachol, même chose, il va être condamné à avoir la tête tranchée. Lui, ce que Marius Jacob préconise, eh bien, c'est de reprendre ce qu'on lui a volé, ce qu'il appelle, alors voilà, faut pas que je dise de bêtises, la reprise individuelle. Ah bon, j'ai oublié un petit peu. La reprise individuelle. C'est pas du vol que je fais, c'est de la reprise individuelle. Ça m'appartient. D'ailleurs, il ne vole que les gros bourgeois, ils ne volent que les curés, enfin les curés riches, et ils ne volent que les magistrats. Et bien maintenant, je vais vous parler de lui plus en tant que voleur, le voleur, hein, l'anarchiste. Bon, alors, une précision, pourquoi l'anarchiste ne m'intéresse pas? Parce que je ne suis pas anarchiste, tout simplement, je ne suis pas anarchiste. Moi, j'ai envie qu'il y ait des riches, j'aime bien qu'il y ait des riches, comme ça je peux les voler. Et puis, j'aime bien qu'il y ait des flics, hein, comme ça je peux jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et puis aussi, j'aime bien qu'il y ait des prisons, comme ça je peux m'en évader en sautant le mur. Voilà. Oui, alors, petite précision, si vous saviez les sensations qu'on a, hein, en sautant le mur d'une prison, vous voyez, on a, je vous explique ça vite fait, on a un pied. On est à califourchon sur le haut mur, on a un pied qui est dans le côté de la détention et un pied qui est côté de la liberté. Et à ce moment, vous côtoyez le bon Dieu, vous côtoyez les anges. C'est un vertige tellement fantastique que je vous conseillerais de faire un petit casse pour aller en prison et pour tenter de vous évader, tellement vous connaîtrez cette sensation, même si vous ratez votre évasion. Hein. J'en ai réussi 2 sur au moins une vingtaine que j'ai tenté. Allez, on est parti. Donc, il va... Un jour, ils vont braquer, enfin, ils vont casser une maison à Rochefort, la maison de Viau. Viau, c'est un immortel, des immortels, ce sont les académiciens, plus jeune académicien de son époque, il était académicien à 40 ans, et bon, enfin, pour l'anecdote, je vais vous raconter ça. Les autres académiciens, des vieux croutons, hein, ce vieux, je suis sûr qu'il porte un corset avec sa petite taille si fine. Il faut reconnaître que Viau était, il était ce qu'il était. Et pour leur prouver qu'il ne portait pas de corset, il leur a envoyé à tous les académiciens une photo de lui, de dos, nu, enfin, à poil. Voilà. Il avait de l'esprit. Donc, Marius Jacob casse la maison de Viau. Et quand il s'aperçoit qu'il est chez Pierre Loti, un écrivain, tout de suite il dit à ses hommes, hop, on arrête tout. On remet tous les meubles qu'on a volés à l'intérieur. Et il fait un petit mot à Loti en disant, excusez-moi, je ne peux pas voler quelqu'un qui vit de sa plume. Sachant que la plume, c'est bien sûr celle de l'écrivain qui écrit, et la plume, bien sûr, c'est la pince Monseigneur, ou le démon peneux, ou l'arrache-clou, hein, qui permet d'ouvrir les portes. Bon. Il y a aussi, toujours, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais toujours dans leur façon de faire, ils conservent toujours une part de leur butin, quelque part, pour pouvoir aider un de leurs compagnons qui s'est fait prendre, à payer l'avocat, à aider la famille, les gosses et tout ça. Il est toujours là à les aider. Et il casse un peu partout dans toute la France, voire en Espagne. Et bien sûr, il finit par se faire prendre. Il passe en jugement. Alors il se fait prendre dans un petit bled de la Somme. Somme, ouais, enfin,
dans le nord de la France. Il est parti avec 2 complices pour casser une maison bourgeoise, et là ils ont été vus et dénoncés. Les gendarmes arrivent, il ne veut pas se laisser prendre, il a un revolver sur lui, il tire, il tue un gendarme, il en blesse un autre. Et puis après ils sont en cavale dans la nature. Pas trop de chance, ils se font prendre tous les 3 et ils doivent passer en justice. Alors, lorsqu'il passe en jugement, lui, tant qu'il était voleur, il était tenu à la discrétion, il ne peut pas parler, sauf les petits mots qu'il laisse. Hein. Moi, voleur, ça c'est ce qu'il a laissé à la prison de Saint-Sever, moi, voleur, je salue les autres voleurs qui volent d'autres voleurs. C'était adressé au curé. Mais une fois qu'il est pris, il peut s'exprimer, dire ce qu'il veut. Il y a une tribune, le tribunal pour lui c'est une tribune, il commence à parler et les gens l'écoutent. Il est intéressant parce qu'il a une faconde, il a son petit accent méridional, vous savez, il parle comme ça, et puis il est adorable, et puis ce qu'il dit est juste aussi. Hein, voilà. Et les magistrats, ils n'aiment pas trop ça. Si bien qu'ils vont faire le procès sans lui. On dit non, vous ne comparaîtrez plus, vous resterez en cellule. Le problème, c'est que de la cellule, eh bien, il a commencé à envoyer des messages aux journalistes, et bien sûr, ses professions de foi étaient publiées sur les marches du palais de justice pendant le procès lui-même. Alors, petite précision quand même, il faut que vous sachiez que aujourd'hui encore, comment on appelle, il est possible, les magistrats ont le droit de faire le procès d'un individu, d'un inculpé, d'un accusé, sans sa présence. Sa présence n'est requise que lorsqu'on lit l'acte d'accusation et pour la lecture du verdict. Sinon, on peut faire le procès sans lui. Alors juste une petite précision dans la procédure. La dernière question que le président de la cour d'assises pose à l'accusé, l'accusé a-t-il quelque chose à ajouter à sa défense? Il n'est pas obligé de l'écouter, puisque l'accusé n'est pas là. Et il dit, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j'estime que la cour vous a entendu. Point. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, ça existe encore. Ça m'est arrivé. Voilà. Ceci dit, c'est passé. Alors, parmi les gens qui assistent à ce procès, il y en a un chroniqueur judiciaire qui s'appelle Maurice Leblanc. Et il est épaté, il est émerveillé pendant les 3-4 premiers jours où Marius a pu parler, et il a décidé de faire une série d'aventures avec un gentleman cambrioleur, le gentleman cambrioleur, Marius Jacob, sauf qu'il n'appellera pas Marius Jacob, il l'appellera, oui, mais c'est un gentleman, il s'empare de vos valeurs. Ben, vous connaissez son nom, hein, je n'ai pas besoin de vous le lire, d'autant plus que je ne me rappelle plus. C'est un gentleman. Arsène Lupin. Voilà. Bon, alors, on a parlé de son procès, et puis maintenant, la dernière chose qu'il faut que je vous dise, il va faire 19 ans, il est condamné à 20 ans, il va en faire 19 ans au bagne, et il se soumet lui-même, très intransigeant avec lui-même, il dit, voilà, si je veux m'en sortir, il faut que je sois fort en moi-même, que je sois puissant. Bon, il va rencontrer d'autres anarchistes, heureusement, aux îles, à l'île Saint-Joseph, l'île du Diable, voilà, il est aux îles, lui, en Guyane. Et en principe, quand vous avez une peine qui n'excède pas 8 ans de prison, 8 ans de réclusion au bagne, vous devez refaire la même peine, le même temps, 7 à 8 ans, enfin 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, à Cayenne, en Guyane. Mais si vous avez une peine qui est supérieure à 8 ans, à ce moment, vous devez rester définitivement en Guyane. Et lui, il aurait probablement dû rester
définitivement en Guyane, mais sa mère était là qui vraiment a beaucoup œuvré pour lui, elle le soutenait, sa mère et sa femme, les deux, et puis ils ont su toucher la sensibilité, la corde sensible de quelques hommes politiques, et finalement il a pu revenir en France, il est revenu en France, il s'est installé du côté d'Orléans, il avait des amis, un couple avec lesquels il était très lié. Alors je précise une petite chose quand même, qui est intéressante à savoir, c'est que Marius Jacob a été le premier lecteur de Voyage au bout de la nuit de Céline. Il ne se connaissait pas, hein, Céline ne connaissait pas Marius, et Marius ne connaissait pas Céline. Mais il se trouve que sa femme, Sténodactylo, et c'est elle qui tapait tous les feuillets de Céline, et lui, au fur et à mesure, il regardait, il a dit « Attention, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre ». Donc le premier critique de Céline. Et puis avec ce couple d'amis, à un moment donné, il a 70 ans, il dit « Excusez-moi les amis, moi j'en ai marre, j'attends plus rien de la vie, je vais me flinguer ». C'était... Disons que c'était en 73, j'ai plus la date exacte, hein. Et les amis lui ont dit non, reste encore au moins une année avec nous. Il dit je vous donne une année et après j'arrête. Effectivement, une année après, jour pour jour, il a tous les gamins du village où il était, il les a mis dans une carriole, ils ont fait une grande fête, il les a libérés, il est rentré chez lui et il s'est shooté, alors ne me demandez pas avec quoi, je ne me rappelle plus. Et bon, bien sûr, il est mort. Il a laissé un petit mot. Il avait l'habitude des petits mots sur lesquels il disait « La lessive est faite, elle est repassée, je ne l'ai... Excusez-moi, la lessive est faite, elle est séchée, je ne l'ai pas repassée, j'avais la flemme. Dans le frigo, il y a un litron, buvez-le à ma santé. » Et voilà, et il nous quitte. Alors, j'espère vous avoir intéressé à Marius Jacob. Ah, son livre est là. J'espère vous avoir intéressé à ce type qui bien sûr, n'est pas qu'un anarchiste. C'est un sacré bonhomme. Et puis c'est un bon voleur. Voilà. Que dire d'autre sur lui? Que dire d'autre? Si, il faut dire quelque chose de très important. Lisez-le. Lisez, lisez, lisez.